La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Dans cet épisode, nous accueillons la journaliste et autrice Michèle Fitoussi, qui vient de publier son 14e livre, mais celui-ci a une saveur particulière puisqu'il retrace l'histoire de sa famille et du pays dont elle est originaire, la Tunisie. Dans La famille de Pantin, sortie chez Stock, Michèle Fitoussi nous offre une introspection finalement assez rare sur ce que veut dire être juive d'Afrique du Nord aujourd'hui et sur tout ce que cette identité charrie de lumineux comme de lourd. Bonjour Michèle Fitoussi. Bonjour Myriam, bonjour Elisa. Alors, je dois révéler à l'auditoire que j'ai suivi de près ce projet via mon compte Instagram Stéthune dédié au judaïsme tunisien qui nous a permis d'échanger sur le sujet. Vous avez été une des premières à répondre à mes questions en 2019 et j'ai l'impression que vous avez beaucoup cheminé depuis. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire qui est cette famille de Pantin qui donne son titre au livre ? Alors, ce titre est parti d'une, je ne peux pas dire autrement, une punchline de ma tante que j'adore, que j'appelle Tante Pim dans le livre, qui est quelqu'un d'assez drôle, même de très drôle, on va dire, comme beaucoup de juifs tunisiens et de juifs tunisiennes, originaires de Tunisie. Et en fait, sur le WhatsApp familial, elle avait toujours l'habitude de nous envoyer un petit texto pour nous dire « il est temps de rendre visite à la famille de Pantin ». Et la famille de Pantin, pour elle, pour nous, on comprenait tout de suite, c'était notre famille enterrée à Pantin. C'est-à-dire mes grands-parents, ses parents, ma mère, sa sœur, mon oncle, son frère, et puis maintenant ma tante, qui est l'épouse de mon oncle. Et donc, on se retrouvait tous, avant les fêtes, comme c'est la coutume, en voiture, en général dans la leur, dans la voiture de mon oncle et de ma tante, dont je parle au début du livre. Et on partait tous en pèlerinage au cimetière pour honorer nos morts. Et évidemment, c'était jamais comme on pensait que ça allait se passer, jamais. C'est-à-dire, alors, parce que vous commencez votre livre avec cette visite, justement, dans le cimetière. C'était très loufoque. En réalité, je ne savais pas que, jusqu'à ce que je le comprenne avec mon oncle Pape, qui s'appelle Pape, tiré de ses 3 initiales et ma tante Pim, je ne savais pas que les visites dans un cimetière pouvaient être loufoques. Et c'était vraiment drôle, parce que, évidemment, on ne savait pas, on ne sait jamais, je peux en parler au présent, bien que les visites s'espacent. On ne sait jamais où sont les tombes, on ne sait pas où se trouvent les carrés, on s'engueule, comme d'habitude. On est, nous, dans la voiture, même adultes, on est derrière comme les enfants qu'on n'est plus. Ma tante sait exactement le chemin, mon oncle s'exécute, mais il n'en a pas moins sa petite idée sur la route. Et vraiment, franchement, on tourne en rond et une fois qu'on a trouvé les carrés, ça recommence, on erre. Et je me dis, bon, voilà, on a 3000 ans d'errance, 3000 ans de pratique. Et voilà. Et donc, c'est vrai que dans ce cimetière, moi, je regarde un peu ce que font mon oncle et ma tante. Mon oncle prie. On attend les rabbins, ce que j'appelle les rabbins volants, qui foncent sur nous comme des oiseaux de proie pour réciter le Kaddish moyennant finance. Ma tante s'adresse à mes grands-parents pour leur demander je sais pas quoi. Et moi, je regarde les noms sur les tombes parce que ça m'a toujours fait voyager, quoi. C'est vraiment l'histoire et la géographie du monde, ces noms de juifs gravés sur ces tombes. Et je les lis et je me prends à rêver, mais ils viennent d'où ? Ils sont partis d'où ? Et voilà, quoi. C'est l'exil raconté sur quelques mètres de pierre et de boue. Et justement, vous, votre famille, c'est la Tunisie, c'est des noms tunisiens, en tout cas, c'est des origines tunisiennes. Et vous dites que ces origines vous ont longtemps gêné. Vous vouliez faire croire, et vous citez d'ailleurs Albert Cohen, que vous n'étiez pas une juive comme les autres. Pourquoi ? Parce que je devais être très snob, ça doit être ça. Non, je sais pas, parce qu'en fait, moi je suis née française en Tunisie et j'ai toujours pensé que, quand on est arrivé en France, ça me paraissait normal. Je voyais pas pourquoi j'étais née en Tunisie, je comprenais même pas le sujet. C'est d'ailleurs le tort qu'ont les parents à se taire, quoi, pas à expliquer les choses. Et pour moi, je voyais pas pourquoi j'étais française, pourquoi j'étais pas française. Enfin, j'étais en Tunisie. On était des juifs déjudaïsés. Bon, j'explique pourquoi dans le livre. Il y avait toute une partie des juifs de Tunisie, mais d'Algérie aussi, évidemment, déjudaïsés, et avec la France et avec le protectorat français, mais pas seulement. Et donc, pour moi, la religion, ça signifiait pas grand-chose. En plus, on était des juifs religieux quand il y avait religion assez folklore. Et donc, dans nos pratiques. Donc, moi, ça me saoulait. Et je voulais pas être ça, quoi. Je voulais pas être ça. Je voulais me tenir à distance de mes origines. Et
y compris du judaïsme et de la Tunisie. Je voulais, je sais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Et est-ce qu'il y avait une certaine ambiance en France dans les années 60 ? Vous êtes arrivé dans les années 60 avec une vague d'immigration qui venait des pays du Maghreb. Est-ce que c'est cette ambiance qu'il y avait en France qui pouvait expliquer ce désir de se détacher ? Alors moi, je m'en souviens pas vraiment. En tout cas, j'ai dû occulter. Je raconte une anecdote dans le livre qu'a subi mon père, mais qui voulait acheter une charge notariale, et le notaire qui la lui vendait lui a dit non, mais vous pouvez pas vous appeler Fitoussi, remplacer les S par 2 C, Fitucci, ça fait corse, ça sera mieux vécu en province. Ma sœur m'a rappelé hier qu'elle avait, quand elle avait 8-9 ans, en classe, elle avait ricané lors d'un cours de musique où l'institutrice passait de la musique classique à la radio, et elle avait été mise au coin, et l'instit avait dit c'est quand même beaucoup plus joli que vos tam-tams d'Afrique. Donc peut-être qu'il y avait des choses comme ça, je m'en souviens pas honnêtement. Je dois dire que j'ai pas le souvenir, j'ai pas le sentiment d'avoir été exclue, ostracisée, etc. C'était moi-même qui le faisais. Aujourd'hui encore, il y a une vision quand même assez caricaturale des séfarades. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast. Est-ce que il y a un cliché sur les séfarades qui vous agace particulièrement et dont vous voudriez vous détacher ? En fait, ce que m'a appris ce livre, mais je le savais, mais ce qui a mis les points sur les i, et je voudrais les mettre, c'est qu'il n'y a pas des juifs tunisiens ou des juifs d'Afrique du Nord ou des juifs séfarades. Ne serait-ce qu'en Tunisie, il y a tellement une multiplicité de gens différents, les bourgeois et les pauvres, les gens qui sont restés dans le ghetto, dans la Hara, et puis ceux qui en sont sortis, les Livournais et les Granas et les Touansa, comme on disait à l'époque, les déjudaïsés et les religieux, les politisés, les pas politisés, tous ceux qui sont partis très tôt et ceux qui sont restés très tard. Il y a beaucoup de points communs, énormément évidemment, bien sûr. Si on prend les clichés, le ciel bleu, la goulette, le jasmin, la bourra, etc. Bien sûr, tout ça existe. Mais moi, j'aime pas qu'on nous mette tous dans le même sac, les thunes, les juifs du sentier, et que même parmi des amis les mieux intentionnés du monde et les plus sympathiques et les plus... y ait cette espèce de prise soi-disant d'accent tunisien quand il parle des thunes. C'est vrai que La Vérité si je mens, qui a fait beaucoup de bien, a fait aussi beaucoup de mal, parce qu'il y a une espèce de cliché comme ça qui... voilà. Et moi, je dis, voilà, on n'était pas des tartines d'harissa, des cheveux frisés, des gros culs. Il y avait autre chose. Et c'est compliqué de l'expliquer. Au contraire, quelle est la part séfarade en vous que vous préférez ? La cuisine, je crois. La cuisine... non, je vais vous dire, alors... En un, la mer, la Méditerranée. C'est clair que c'est mon berceau. Je suis née dedans et je ne peux pas imaginer passer une année sans la voir, que ce soit en Grèce, en Italie, en Tunisie où je vais rarement, mais où je vais quand même de temps en temps, en Israël. C'est vraiment... pour moi, ce qui est le plus important, mais c'est pas seulement séfarades, c'est vraiment le bassin méditerranéen. Il n'y a pas que des séfarades, vous commencez dans le bassin méditerranéen. Après, je mettrais ex aequo, effectivement, la cuisine, parce que c'est vraiment une petite Madeleine, et je crois que pour tous les juifs tunisiens, même ceux qui n'y sont pas nés, même 2 ou 3 générations plus tard, les boulettes de mamie, etc., c'est quelque chose qui compte et qui comptera et qui se transmet. Et particulièrement, je crois, dans le judaïsme maghrébin, dans le judaïsme tunisien, puisque c'est celui que je connais le mieux, on transmet tout cet amour, tout ce pays, toute cette lumière, tout ce qu'on est, tout ce qu'on a été par la cuisine, c'est une évidence. Et vous parlez dans votre livre de l'histoire, vous revenez sur des moments d'histoire de la Tunisie, d'histoire des Juifs en Tunisie, et vous revenez sur un passage qui n'est pas si connu finalement, c'est l'histoire des Juifs en Tunisie pendant l'occupation nazie entre 1942 et 1943. Votre famille a été touchée d'ailleurs par le nazisme. Comment ça vous a été transmis ? Comment votre famille de Pantin parlait-elle de ce moment ? Alors moi j'ai 2 familles, je parle de la famille de Pantin dans mon livre, mais il y a évidemment la famille de mon père qui était de Sousse. Moi je pense que les Soussiens sont les Ashkénazes des Juifs tunisiens. Non, c'est une blague, et s'il y a des Soussiens qui m'écoutent, ils vont être très énervés. Mais en réalité, voilà, ma famille de Pantin, ma famille de Tunis même. Donc, moi, je dis toujours que je suis une Tunis mémoise, puisque je suis née à Tunis même. Ma famille de Tunis, nous, on nous a transmis ces épisodes de la guerre, puisqu'effectivement,
l'armée allemande a occupé la Tunisie pendant 6 mois. 6 mois qui n'ont pas trouvé leur équivalent ailleurs. Enfin, voilà, c'est très peu connu, effectivement. On attendait les Américains, les Allemands ont débarqué. Et ma famille raconte toujours ces histoires avec beaucoup d'humour et on a toujours entendu l'histoire de l'oncle Henri caché dans un placard qui sortait la tête pour demander s'il y avait jonction, c'est-à-dire jonction entre les armées alliées. L'histoire de mon arrière-grand-mère qui voulait absolument pas descendre dans les tranchées parce que quand ils allaient remonter tous, ils auraient faim et qui serait là pour surveiller le gaz, etc. Et même mon grand-père qui a quand même faisait partie des notables à Tunis et qui a été pris en otage avec une centaine de notables pendant quelques jours enfermés parce que les Allemands voulaient rafler des jeunes gens pour le travail obligatoire et que ces jeunes gens ne se bousculaient pas pour y aller. Donc, il y a eu ces otages. Et même mon grand-père enfermé, mon grand-père qui ensuite a contracté une gangrène, qu'il a fallu opérer, on n'a pas sauvé sa jambe, etc. Tout ça, c'était raconté avec tellement d'humour et tellement de drôlerie que j'ai toujours pensé que c'était drôle. Mais en réalité, ça ne l'était pas tant que ça et ça ne l'était même pas du tout. Mais voilà, dans ma famille, en tout cas de Pantin et dans beaucoup de familles juives tunisiennes, on raconte... l'euphémisme est roi. L'euphémisme est roi. Quelqu'un qui est malade et fatigué. La guerre, c'était drôle. Voilà. Au contraire de mon père qui a Sousse, il avait 15 ans, a porté l'étoile jaune, a subi les bombardements des Alliés qui bombardaient les ports, a vu mourir un enfant dans ses bras, un enfant blessé. Lui, ça a été vraiment tragique. La maison de ses parents a été détruite. Donc, il m'a confié son journal et j'ai lu tous ces événements que je ne soupçonnais pas d'ailleurs. Et dans le tragique comme dans le comique, on vous raconte rien. Le comique ne vous raconte rien parce qu'il édulcore. Et le tragique, on le tait. Et d'ailleurs, vous dites que vous voulez combler, et que ce livre sert à ça, ces manques et ces silences. Quels ont été ces manques et ces silences ? Qu'est-ce qu'on vous a transmis ? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas transmis ? En réalité, les Juifs tunisiens sont réputés pour beaucoup parler. Et effectivement, ils parlent énormément. Ils parlent tout le temps et ils ne s'arrêtent jamais de parler. Mais il faut trouver entre les lignes ce qu'il raconte. Et ce qu'il raconte n'est pas toujours... Typiquement, voilà, cette histoire de guerre dont j'en ai toujours entendu parler et jusqu'à ce que je la creuse vraiment et que je comprenne de quoi il s'agissait vraiment. Et le chagrin, ou alors peut-être que c'était moi qui n'écoutais pas tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Mais le chagrin, l'exil, toutes ces choses-là, j'ai le souvenir de les avoir entendues et pas non plus. Ma tante, fameuse tante Pim dont je parle dans le livre, ma mère ne supportait pas que leur mère, Sarah, dans le livre, se plaigne, regrette son pays, sa maison, etc. Ça les énervait, il fallait oublier, il fallait avancer, on n'avait pas le droit de... Et c'est une bonne chose aussi, hein, on y va, quoi. On est exilé, on y va. Il y avait aussi le fait que quand on a découvert ces drôles de juifs qui étaient les Ashkénazes, on a compris qu'il valait mieux fermer sa gueule parce qu'on n'était pas du tout... on n'avait pas souffert comme ils avaient souffert. Nous, il avait suffi de prendre un avion ou un bateau et au pire de quitter sa maison pour revivre ailleurs. Mais tout ça, toutes ces difficultés, voilà, les Juifs tunisiens ont un bon fond, un fond sympathique, un fond d'humour. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, mais ils ont surtout voulu aller de l'avant. Donc se reconstruire en France, certains en Israël, la moitié d'ailleurs d'entre eux. Mais ils n'ont pas... Ils ont perpétué les histoires et la tradition en racontant des tas de choses. Mais moi, j'ai toujours le souvenir de choses très joyeuses et très drôles. Mais pas de souffrance, pas de tristesse, pas ça. On laisse tomber, on oublie, on avance. Même si c'est finalement là, et vous en parlez très bien dans votre livre. On va parler un peu de nostalgie. Et je crois qu'il y a une chanson qui vous évoque pas mal de souvenirs que vous avez choisi, qu'on va écouter. Vous pouvez nous dire laquelle c'est ? C'est Mouloudji, non ? C'est oui. Ça, Petit coquelicot, c'est ça ? Voilà. Oui, pourquoi cette chanson ? Alors, c'est parce que ma maman adorait et Mouloudji et Aznavour, donc j'ai beaucoup hésité. Et donc, elle chantait d'une voix de fossé le matin. Alors, j'ai toujours entendu comme un petit coquelicot, mon âme. Comme un petit coquelicot. Et c'est vrai que ça fait partie de mes petites madeleines, cette chanson qui revenait toujours. On va l'écouter. Le myosotis et puis la rose
roses, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurais dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait 3 gouttes de sang qui faisait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme. On est un peu dans la nostalgie. Et là, j'avoue, franchement, j'écoute pas souvent Mouloudji, mais ça m'émeut à chaque fois. Et cette chanson m'émeut à chaque fois parce que vraiment, ça me rappelle ma mère. J'avoue, juste, Elisa, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, ça me fait découvrir aussi toute cette époque que j'ai pas connue et dont on m'a parlé, ma famille tunisienne. Et j'adore aussi, j'ai adoré lire votre livre et aussi écouter ce genre de souvenirs parce que ça nous fait, nous, découvrir un monde qu'on n'a pas connu. Exactement, et vous en parlez très bien dans votre livre, de cette nostalgie d'une vie que vous n'avez pas vécue. Vous avez des mots très très beaux. Est-ce que ça vous dérangerait de lire ce passage voilà, qui est page 42. Voilà, que je trouve très très beau, et ça, je pense que ça dit beaucoup de la nostalgie et d'une transmission d'un exil. Cet hier qui ne m'appartient pas me manque parfois comme s'il était le mien. Il est vrai que je suis une nostalgique de la nostalgie. C'est un spleen qui me vient depuis la nuit des temps, peut-être inscrit dans mes gènes. Je sens ma gorge se nouer et les larmes affleurer quand j'entends de la musique arabe, du flamenco, du fado, du rebetiko, du klezmer. Je regrette les lieux où je n'ai pas vécu, les époques où je n'étais pas née, les pays que je ne verrai pas, ceux où je ne reviendrai plus, les bons moments qui s'enfuient, tous ces mondes révolus que je ne connais que par le cinéma, par mes lectures ou par les souvenirs que j'emprunte. Toutes ces villes aussi d'où les Juifs ont presque disparu. Alexandrie, Berlin, Istanbul, Cracovie, Odessa, Bagdad, Saint-Pétersbourg, Vienne et Tunis avant notre départ.
Donc, est-ce que vous êtes une nostalgique, Michel Fitoussi ? Je crois que je le suis, et plus j'avance en âge, et plus je le suis, évidemment. Je suis nostalgique du temps qui passe, du temps qui fuit. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans les gènes d'un peuple qui a toujours vécu l'exil et qui a passé sa vie, bien que nous, en Tunisie, on y soit resté très, très, très longtemps. Mais il y a quelque chose comme ça de l'exil qui marque, je crois. Et puis, il y a quelque chose de... C'est vrai que Tunis me manque, mais c'est peut-être quelque chose de rêver, de fantasmer, voilà. Et pareil pour les villes que j'ai citées, j'adore lire et j'adore la littérature et je vis et je vibre à travers tous ces auteurs qui parlent si bien de leur ville, de leur pays et voilà. Et je crois que c'est ces nostalgies-là que j'emprunte tout le temps. C'est pas forcément les miennes, mais je les mets dans un grand sac nostalgique et je suis nostalgique de tout ça, c'est vrai, c'est sûr. Et ça me prend pas la tête toute la journée, mais j'avoue franchement et puis j'ai les larmes très faciles, donc je crois que c'est vrai que quand j'écoute de la musique, ce qui me parle, qui n'est pas forcément de la musique arabe, hein, je parlais du klezmer, je parlais du rebetiko, ça m'emporte et ça me fait vivre des époques que je n'ai pas connues, quelles qu'elles soient. Alors vous êtes retourné souvent en Tunisie, et notamment pendant l'écriture de ce livre. Est-ce que vous aimez être là-bas ? C'est compliqué. C'est comme un statut de Facebook. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que j'y vais, je me sens pas. Je suis à la fois dedans et dehors. Et j'ai envie de dire, mais voilà, je suis née là. Je sais, voilà, mes grands-parents habitaient là, mes parents habitaient là. On allait à la Marsa, on allait à la Goulette. L'accent me revient, bizarrement. Mais je parle pas l'arabe. Mais je n'ai pas du tout les souvenirs qu'ont d'autres gens de ma génération qui y sont restés jusqu'à l'âge de 18 ans. J'ai pas les souvenirs de mes parents. Donc c'est comme si j'empruntais quelque chose qui n'était pas à moi, mais qui pourtant est à moi. Et donc, je voudrais leur dire, aux gens que je rencontre, aux Tunisiens que je rencontre, mais j'étais là. Et ils s'en foutent. Je veux dire, à part les gens, ces gens charmants de la Marsa, qui est un peu une petite bulle à côté de Tunis, qu'on appelle la principauté d'ailleurs en ricanant, mais ces gens qui ont vécu le passage des Juifs, la vie avec les Juifs, et donc qui ont partagé le lycée Carnot, et qui continuent d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de Juifs originaires de Tunisie qui reviennent prendre leur retraite, enfin beaucoup, un petit peu, et qui continuent à se côtoyer, à se fréquenter et à s'apprécier beaucoup, parce qu'ils ont eu la même enfance et la même vie au soleil. Moi, je suis pas à l'aise. C'est comme si j'empruntais des chaussures qui n'étaient pas à moi et qui pourtant le sont, puisque je les ai. Voilà, on m'a mis dedans quand j'étais enfant. Et comment voyez-vous le retour aux racines séfarades de la jeune génération qui semble revendiquer cette identité différemment de ses parents et grands-parents ? D'abord, je pense qu'on leur a pas raconté grand-chose. On leur a transmis des choses. On leur a transmis un accent. Moi, j'habite le 16e arrondissement. Je suis absolument toujours étonnée, mais ça m'amuse d'entendre des jeunes gens qui sont à Janson-Tailly, qui ont 15 ans, 16 ans, qui parlent avec un accent très fort, qui emploient des expressions que parfois je n'ai pas entendues depuis des années. Et bon, voilà, cette transmission-là qui est cet accent, cette nourriture, cette cuisine, cette nostalgie, parce que la nostalgie se transmet. Mais ils n'ont rien d'autre. Et donc, forcément, à un moment donné, et surtout aujourd'hui, où c'est quand même... c'est dur, voilà, la vie est dure, c'est compliqué. Le futur est incertain, alors pourquoi ne pas aller chercher dans le passé ce qu'on est et l'identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je crois que c'est pas propre seulement aux jeunes juifs tunisiens. Je réfléchissais à ça. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, d'écrits, de films, de documentaires qui revendiquent une identité, qui revendiquent des racines, qui revendiquent... En tout cas, moi j'espère que que ce n'est se retourner sur son passé comme je l'ai fait que pour mieux avancer. Alors moi, bon, il me reste pas tant de temps que ça, mais pour eux, j'espère que ça sera pas la reconquête de cette identité sera pour eux une façon de s'élancer vers autre chose,
tout en gardant ce socle qui est quand même très important. Quand on parle de nostalgie, je crois qu'il ne faut pas que la nostalgie empiète sur tout le reste. Je crois qu'il ne faut pas en faire un étendard. Je crois qu'il ne faut pas en faire un passeport, une façon d'être. Je pense que, voilà, il y a ça, c'est moi, c'est nous. On veut creuser parce que ça nous appartient et parce qu'on ne nous l'a pas vraiment transmis. Mais il y a autre chose et c'est bien de le revendiquer tout en avançant, quoi, tout en accumulant des strates, on va dire. Alors, au sein de cette jeune génération, il y a un débat qui fait rage, si on peut dire. C'est celui des juifs arabes. Il y a un certain nombre de personnes qui se revendiquent juifs arabes. Vous en parlez dans votre livre et c'est intéressant. Et vous êtes assez tranché sur cette question. Pour vous, les séfarades ne sont pas des juifs arabes? Ben non. Évidemment que non. Moi, je trouve ça, c'est mignon de le penser. Faut dire, il y a un côté très réconciliant tout le monde. Pour moi, les juifs de Tunisie, en tout cas de ce que je connais, moi, en tout cas, j'étais pas une juive arabe. Moi, j'étais une juive de culture française. Une juive née en Tunisie, de culture française, puisque mes grands-parents, les deux d'ailleurs, se sont devenus français dans les années 20. Mes grands-parents déjà n'étaient pas des juifs arabes, mes parents non plus. Leurs parents, oui, mais c'était pas des juifs arabes. Moi, je vais ajouter un mot entre juif et arabe. Je vais ajouter le mot culture. Et je crois que c'est ça qui change tout. C'était des juifs de culture arabe. Ils sont arrivés en Tunisie très tôt, avant les Arabes. Ils ont été dominés par les Arabes, colonisés par les Arabes. Ils ont été des dhimmis. Et bien sûr, ils ont pris, comme partout dans le monde, tout ce qui était la culture arabe, ils l'ont prise à leur compte. Ce qui les différenciait, c'était la religion, c'était le statut de dhimmi, c'était des sous-citoyens, il faut le dire. On a été pendant 11 siècles, les Juifs du Maghreb, et d'ailleurs les Juifs en terre d'islam, des colonisés, des protégés des Arabes, qu'ils aient été, des Arabes, des musulmans, et des Ottomans. Donc, et encore, c'est différent, parce que les Turcs n'étaient pas... donc, voilà, moi je dis oui, effectivement, mes arrière-grands-parents parlaient que l'arabe, ils étaient habitués à l'arabe, mais c'était différent. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand les Livournais sont arrivés, et surtout les Français, la plupart d'entre eux ont choisi la France. Et ils ont choisi la France pourquoi ? Parce qu'ils ont vu là l'émancipation et aussi le fait de se sortir de cette soumission. Bien sûr, il y avait eu un pacte fondamental en 1857 qui avait aboli le statut et la dhimmitude, mais c'était dans la théorie, dans la pratique, c'était pas tout à fait ça. Donc voilà, moi je dis c'est culture arabe. Et pas juif arabe. Et vraiment, j'ai beaucoup réfléchi à ça, beaucoup, vraiment. Ça se sent. Et je me suis dit, pourquoi quand j'entends juif arabe, je suis hérissée comme ça? Après tout, je pourrais l'accepter et dire effectivement, on était juif arabe. Mémy avait essayé, Albert Mémy, avait essayé de dire, on pourrait parler de juif arabe, mais après il a dit, mais ni les musulmans, ni les juifs ne veulent entendre parler de ce terme pour des raisons différentes. Voilà, moi je dis les juifs de culture arabe et après je dirais les juifs de culture française, voilà, ou les juifs français. On n'avait pas la nationalité arabe, on avait la nationalité tunisienne. C'est très différent. Oui. Très différent. Je crois qu'il ne faut pas confondre. Mais est-ce que sur ce sujet précisément, vous ne pensez pas qu'il y a un petit décalage entre générations ? Je sais que vous fréquentez pas mal de jeunes, à commencer par vos enfants. Est-ce que vous sentez que sur certains sujets, sur l'identité, l'héritage séfarade, il y a parfois des décalages de génération ? Moi, j'aimerais bien... Enfin, après, j'ai aucune leçon à donner à personne et je pense que toutes les opinions... je ne vais pas aller me bagarrer là-dessus. J'aimerais bien que voilà, moi dans ce livre j'ai essayé aussi c'est un livre sur l'identité, sur la mienne, et moi j'ai essayé, alors un mot qui plaît beaucoup aux jeunes là, de déconstruire cette identité, de comprendre de quoi elle était formée. Donc j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets, vraiment. Je pense que le terme juif arabe, c'est dans ce terme-là, alors emprunté par les jeunes et dans cette route empruntée par les jeunes, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'envie de dire « Allez, réconcilions-nous, on était tous frères, on s'aimait tous, c'était formidable, on était les deux moitiés d'une même orange ou d'une même pomme. » Oui et non. Oui et non.
Oui et non. Donc il faut aussi faire la part des choses et je crois que c'est vraiment important de la faire, quoi. C'est tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on va dénigrer les Arabes, entre guillemets, ou les Tunisiens musulmans, ou les Tunisiens juifs. Non, c'est juste reconsidérer l'histoire et recomprendre comment elle s'est faite. Après, moi, c'est mon opinion, j'ai réfléchi, j'en suis arrivée à cette conclusion. Je ne vais pas aller me bagarrer, je vais peut-être me bagarrer intellectuellement ou ferrailler intellectuellement avec des gens qui ne pensent pas comme moi, mais je ne vais pas non plus en faire un drame. Hein, Non, il n'y a pas de quoi. Et d'ailleurs, vous finissez votre livre sur ces mots. J'ai eu la chance inouïe de vivre en France. Ah bah oui. On sent quand même un attachement à la France, à cette culture française, très très fort, tout au long de votre livre. Vous finissez par ces mots. Comment vous naviguez aujourd'hui dans cette identité juive, française, née en Tunisie ? Ah ben, très bien, très très bien. En fait... ça fait un moment d'ailleurs que j'ai tout réconcilié parce qu'on peut avoir plein d'identités. Enfin, je le dis dans le livre, quoi. Voilà, moi je fais mon test ADN, je suis juive tunisienne, grecque, italienne, d'Asie mineure, etc. Le père de mes enfants est français. Mon petit-fils est à moitié espagnol. Mes autres petits-enfants aussi, je sais pas pourquoi, mes 2 enfants ont épousé des Espagnols, peut-être et pourtant j'ai cherché, il y a rien d'espagnol en nous, et pourtant il y avait des Livournais, des Espagnols en Tunisie. Je pense qu'on peut avoir plein d'identités différentes et rajouter des strates, et c'est une richesse. Mais la France, c'est quand même quelque chose qui est importante, qui est importante pour beaucoup d'exilés, pour beaucoup d'immigrés qui ont la chance d'être venus ici. C'est un pays... Alors, d'accord, la France sous l'occupation, y compris en Tunisie, ça a été lamentable. La France peut être lamentable, la France peut être insupportable, la France peut être raciste, la France peut exclure. Mais la France, la langue française, la littérature française, le bonheur d'être français, la chance qu'il y a eu, que j'ai eu, de vivre ici, d'arriver ici quand j'ai eu 5 ans, d'être dans ce pays et de me revendiquer française, je crois que j'aurais jamais voulu être... Et pourtant, il y a plein de pays que j'aime, y compris Israël, et j'en parle à la fin du livre, mais la France. Pourquoi n'avez-vous pas eu envie d'écrire sur vos origines tunisiennes plus tôt ? On sent qu'aujourd'hui, vous avez peut-être fait la paix avec votre tunisianité, si je peux employer ce néologisme. Alors, c'est une question qui m'a longtemps travaillé, cette question tunisienne. Il y a 30 ans, plus de 30 ans, peut-être 35 ans, j'ai voulu écrire un roman là-dessus. Et donc, j'avais pris à l'époque des notes. Ma grand-mère vivait, mon oncle Pat, dont je parle dans les vivait encore, ma grand-tante vivait encore. Donc, j'ai beaucoup utilisé leurs souvenirs. Et puis, j'ai écrit un roman que mon éditeur m'a refusé, qui ne devait pas être très bon. D'ailleurs, c'est drôle parce que ce livre, je l'ai trimballé partout dans tous mes déménagements. Ça s'appelait Le Marchand de Jasmin. Et finalement, j'en ai retrouvé que la moitié. Je ne sais pas où est l'autre moitié. Et la moitié que j'ai lue m'a pas plu. Et je me suis dit peut-être qu'il y a 30 ans ou 35 ans, mon éditeur de l'époque avait raison et que c'était pas assez bien. Cela dit, moi, ça m'a beaucoup vexée. Donc, j'ai pas du tout eu envie de retravailler le roman. Je l'ai pris, je l'ai mis dans un tiroir. J'ai mis le dossier, le fichier dans mon ordi. Je l'ai pas retouché. Et puis j'ai oublié ça, voilà, j'y ai plus pensé, mais ça a commencé à me tarauder depuis quelques années avec ce titre, La famille de Pantin, et voilà, et à chaque fois je me disais, je vais écrire un jour sur la famille de Pantin, et je vous cache pas que ça a été compliqué de m'y mettre, de le faire, de l'écrire, d'extirper tout ça. Je crois que ça m'a valu un eczéma géant d'ailleurs, mais votre côté ashkénaze. Mais oui, c'est ça, mais voilà, et puis j'avais envie aussi, alors non seulement dans ce livre précisément de ce que je vous disais tout à l'heure, de déconstruire mes strates d'identité, de comprendre d'où je venais, pour savoir où je vais, enfin où je vais, oui, où je suis allée, où je vais, mais de transmettre aussi. Et mes enfants connaissent pas complètement cette histoire, même pratiquement pas. Mon petit-fils la connaît pas du tout. Il en aura d'autres. Il a beaucoup de monde en lui. Lui, il a l'Espagne aussi. Il a le Pays Basque. Il a plein de choses. La France, bien sûr, par le côté de son autre grand-père. Donc tout ça, je voulais le mettre à plat, le raconter. J'avais pas de nostalgie particulière pour la Tunisie. C'est un pays que j'aime bien, mais où je suis allée plein de fois, mais j'y retournerai volontiers, mais je suis pas, voilà, c'est pas mon
trip entre guillemets. Et puis voilà, je crois que j'ai aussi là-dessus fait un tour, bouclé la boucle. Je raconte une histoire de valise dans le livre. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien, c'est fait. Ça, c'est fait. C'était le moment aussi peut-être. Et c'était le moment aussi, peut-être, c'est ce que m'a dit mon éditeur Manuel Carcassonne. Il m'a dit, il faut que tu dises que c'était le moment. Alors pour terminer, juste une petite question bête, mais qui nous intéresse. À qui s'adresse ce livre, en fait? Par qui espérez-vous être lu? Alors, bon, moi je pense, j'aime évidemment comme tout auteur, on a envie que le monde entier vous lise. Bon, ça c'est évident. Après, je vais être. J'aimerais bien que ce livre soit lu par les gens de votre génération, par les gens qui viennent après vous. Ceux qui viennent avant, oui, ils vont retrouver des choses, etc. Peut-être apprendre des choses, c'est sûr, parce que effectivement, les Juifs de Tunisie ne connaissent pas leur histoire. Mais j'aimerais bien que ça reste un peu comme une petite pierre dans cette histoire. Il y a eu depuis les années 90, alors qu'avant on s'y intéressait pas du tout, beaucoup de sociologues, beaucoup d'historiens, beaucoup des podcasts, des sites internet, Myriam, des sites Instagram, Myriam, des sites internet, même des trucs sur Facebook, etc. qui contribuent à perpétuer, à transmettre cette nostalgie. C'est super, et je trouve ça formidable. Et je pense que les études ne font que commencer sur des sujets auxquels on ne s'intéressait pas, pensant qu'ils n'avaient aucune importance. Et en réalité, ils sont d'une richesse. Et la Tunisie est un pays mosaïque. Et il y avait un nombre de communautés qui y vivaient. C'est passionnant. Donc ça, c'est très bien. Moi, j'apporte une petite pierre, un récit, quelque chose qui raconte un point de vue à un moment donné de quelqu'un qui est né en Tunisie, qui est parti à l'âge de 5 ans. Je raconte mes premiers souvenirs en Tunisie, mes premiers souvenirs en France. Et puis ce qui m'a formée, c'est-à-dire tout parcours est formateur. Moi, j'ai eu comme ça le féminisme, la judéité, etc. Donc, j'ai réfléchi là-dessus. Voilà, c'est un parcours de vie. Alors, s'il y a plus de 500 lecteurs qui lisent, je serais ravie. S'il y en a plus de 10 000, je serais comblée. Et s'il y a que mes enfants et mon petit-fils Abel, je serais vraiment enchantée. Nous, on l'a lu et on a vraiment adoré. Oui, ça nous a beaucoup parlé. Merci infiniment. Merci beaucoup, Michel Fitoussi, d'être venu dans le podcast La vérité si je m'en plus. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle La famille de Pantin et qu'il est publié chez Stock. La vérité si je m'en plus est un podcast produit par Milium, de Ediza Azogibirac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias Charou.